Bonjour et bienvenue dans le temps de la transformation, le podcast qui donne de la perspective à la transformation digitale. À chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui témoigne en 15 minutes de son contexte et de son expérience. Aujourd'hui, je vous propose un témoignage sur comment les industries high-tech et télécoms ont déjà vécu de profonds bouleversements dans le passé et quelles transformations elles ont opérées pour y répondre. Pour cela, je reçois aujourd'hui Alain Roy, qui a vécu ces transformations de l'intérieur chez Alcatel, Lucent et Nokia, et qui partagera avec nous ses retours d'expérience et bonnes pratiques qui ont été utiles pour se préparer et réagir. Bonjour Alain, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Donc Alain Roy, je suis consultant indépendant pour des missions ou pour du management de transition et j'interviens principalement sur la mise en œuvre ou la gouvernance de grands programmes de transformation des processus, des organisations, en lien bien sûr avec le numérique. Et en fait, mon expérience vient de 25 ans à travers des bouleversements des télécoms. D'abord dans l'automatisation des processus, ensuite dans la gestion de grands projets d'informatique et puis de transformation, incluant toujours le numérique, et aussi dans toutes les fonctions de l'informatique, en particulièrement toutes celles qui ont un lien en relation avec le client. Et puis après, c'est devenu une gestion complète des grands programmes de transformation au niveau du groupe. Et pouvez-vous, Alain, nous dire juste un tout petit peu plus sur les bouleversements que vous évoquiez, sur ce qu'est un portfolio global des transformations? Alors déjà, effectivement, un portfolio global des transformations, ça regroupe l'ensemble des projets ou des programmes qui sont mis en œuvre par une entreprise quand elle veut transformer toute sa chaîne de valeur ajoutée. Alors ça exclut la R&D, qui est une autre approche, mais c'est l'ensemble de la transformation des opérations. Ces bouleversements, concrètement, on parle de quoi? Alors, je vais donner quelques idées de ce qu'ont été les bouleversements dans le monde des télécoms. Le premier des télécoms, ça a été que le cœur de métier, qui est la communication d'un individu à un individu, a été réinventé parce qu'on est passé de la voix à travers des fils de cuivre, puis au télécom, puis aux données qui passent par le fibre, par les ondes, puis on a fait toute cette succession de 2G, 3G, 4G, 5G, et puis l'apparition de tous les terminaux mobiles. Et c'est une transformation qui est loin d'être finie. Ensuite, ça a été surtout une explosion de la demande. Il y a au début quasiment une euphorie de croissance où tout en fait les acteurs de la chaîne de valeur ajoutée ont été reconstruits. C'est des équipementiers, des opérateurs, des gestions de terminaux, de l'applicatif, et avec une guerre des prix et des parts de marché extrêmement fortes. Et ensuite, ça a été aussi un passage d'entreprises nationales à des entreprises continentales par des consolidations, des rachats et à des entreprises mondiales, et l'apparition de compétiteurs complètement différents, avec des règles qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc bien sûr, on est passé d'un France Télécom à un Orange, à des opérateurs, et puis surtout, la liste peut être longue, on a vu apparaître des gens dont on parle souvent comme Huawei ou d'autres, qui ont forcément des règles du jeu qui sont un peu différentes. Et puis comme partout, pas seulement dans les télécoms, mais ça a été particulièrement sensible dans les télécoms, c'est aussi un contexte où le numérique a pris une place qui était au cœur de toutes ces transformations. Oui, bien sûr. Donc avec un impact sur toute l'automatisation des processus, la généralisation des outils du digital, les modes de communication, etc. Et ça à tous les niveaux de l'entreprise, à toutes les fonctions de l'entreprise, en fait. Absolument. En fait, ça a commencé au début, comme souvent, dans l'automatisation de certains processus, mais ça a très vite touché l'ensemble des fonctions, et c'est une histoire qui est loin d'être finie, qui fait même que commencer, puisque c'est souvent ça qu'on met derrière maintenant le terme de digital. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, là, les quelques points que vous nous avez remontés, ça fait bien des grands changements de paradigme de marché, hein, mais du coup, de quelle transformation on parle face à ces bouleversements et à quoi a servi le portfolio global que vous évoquiez? Alors, je vais vous citer les quelques grandes transformations dont j'ai été quelque part l'acteur. Le portfolio, vous allez voir, au début, était très peu structuré, et il s'est structuré avec le temps. Ça a commencé d'abord par une focalisation sur un métier. C'est là où Alcatel a décidé de se focaliser sur les télécoms et d'arrêter toutes les activités parallèles qu'il avait.
Et puis ça a été le fait de racheter et de consolider au plan européen. Donc ça a été l'époque d'euphorie où on a inventé de nouveaux outils, de nouveaux projets. C'est la création, c'est comme ça que j'ai créé avec d'autres le premier Alcatel.com. Mais c'est aussi des moments où on a voulu que les smartphones, par exemple, ou en tout cas les terminaux mobiles, Alcatel devienne l'un des leaders. Et en un an, on est devenu l'un des premiers. Et en 6 mois, on a disparu de ce marché-là. Donc c'est aussi là où il y a eu une énorme excitation sur les nouveaux projets. Et ce qui était nouveau pour moi à l'époque, puisque c'est bien sûr pas moi qui déclenchais ces mouvements-là, mais c'est que l'informatique et les projets en particulier sont devenus un élément majeur. Donc on a une demande de trop de projets. Et donc il fallait commencer au moins, ne serait-ce que de canaliser la demande de projets, puisque tout le monde voulait inventer une idée nouvelle pour réagir. Ouais, et j'ai que du coup, pour des raisons ne serait-ce que d'investissement, de rentabilité, etc., il fallait atteindre des tailles critiques, et donc c'est un peu, est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu la naissance des World Company pour C'est clairement la première étape, parce qu'en fait, il y a d'abord une consolidation, et ensuite, effectivement, c'est là que nous avons passé l'étape de dire Alcatel, depuis l'Europe, ne sera pas assez fort et donc il faut une taille critique et devenir global. Et donc la fusion entre Alcatel et Lucent. Et cette fusion, bien sûr, c'est avant tout des tas de choix stratégiques qui ont été prises, mais la mise en œuvre d'un portfolio global a commencé à être le moyen d'avoir une vue globale de l'existant et de construire ensemble des plans de convergence. Alors, on a commencé à réunir tous ces projets d'une façon commune, même si à l'époque, en tout cas au début, c'était très faiblement gouverné, c'est-à-dire que ça restait quand même, chaque silo avait ses propres demandes, sans cohérence globale, ce qui est parfois à gérer des ratés. Mais oui, bien sûr. Mais parce qu'en plus, il y a forcément des problématiques, on va dire, de culture d'entreprise. Alcatel, c'est un fleuron français, Lucent, un canadien. Énormément, c'est-à-dire que alors, et Lucent, c'était vraiment de la culture américaine et puis canadienne, enfin, tout nord-américain, et bien sûr Alcatel européenne. Et effectivement, non seulement c'est une différence de culture dans les équipes dirigeantes, mais aussi dans tous les membres de l'entreprise, ce qui fait que beaucoup de projets qui étaient bien pensés d'un côté n'étaient pas mis en œuvre, et on a construit beaucoup de solutions qu'on n'a jamais utilisées. Et c'est là où on a beaucoup appris aussi qu'il est fondamental d'avoir une approche commune et de faire de ce qu'on appelle du change management. Et du coup, ça a aussi conduit à l'étape d'après, qui a fait que tous ces silos et ces différences de culture sont devenus un vrai handicap. Et face à ça, le groupe a décidé de se refusionner, si j'ose dire, comme étant One Company. Donc de prendre les process dans end-to-end, d'un bout à l'autre, en ne cachant aucune partie, et puis de faire que la voix collective, la décision collective était plus forte que chacun des silos. Et c'est ce qui a commencé à faire non plus des projets, mais des très grands programmes qui sont venus presque comme on pourrait dire des grandes start-up, on pourrait dire, c'est-à-dire des équipes réunies qui innovent, qui sont beaucoup plus agiles, et surtout l'appartenance à un programme est plus forte que l'appartenance, je dirais, à une hiérarchie un peu classique. Et c'est comme ça que l'entreprise a repensé tous ses flux financiers et ses flux opérationnels. Et ça a été vraiment le grand pas où on avait une approche globale et une approche transparente. Et c'est là que le portfolio est devenu l'un des éléments majeurs de l'entreprise. Finalement, qu'est-ce qu'il en sortait de cette fusion et de cette vision globalisée des programmes? Alors, d'abord, c'est qu'il y avait une énorme... on était beaucoup plus fort pour comprendre toutes les dépendances ou les imprévus, parce que souvent, un projet dépend d'un autre. Ensuite, il permettait d'avoir une décision collective avec chacun s'engageant vraiment sur sa part dans la construction. Parce que c'était très souvent complexe d'avoir une vraie décision formelle. Chaque décision souvent était repoussée parce qu'un silo ne voulait plus jouer la carte globale.
À partir du moment où c'est devenu un portfolio d'ensemble, c'est devenu, une fois qu'on avait dit oui à cette transformation globale, chacun, y compris les partenaires, ne la remettait plus en cause. Il y avait une transparence suffisante. Est-ce que tout le monde jouait le jeu? Alors, et oui, la transparence est devenue fondamentale, mais c'est resté, et ça reste toujours une grosse difficulté dans une grande entreprise, ou même dans une alliance d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut garder de toute façon la transparence avec un peu de confidentialité, il ne s'agit pas de donner tous les détails, mais il faut savoir à vue globale. Je reviendrai sur ce point-là. Et bien sûr, cette transparence c'était le seul outil de communication vis-à-vis de certains clients et surtout vis-à-vis de l'ensemble des employés, parce que dans ces moments de transformation, il y a toujours des problèmes sociaux importants, et si vous n'avez pas une façon globale de les expliquer, ça devient extrêmement complexe. Et donc le portfolio était aussi utilisé comme un des principaux outils de communication par l'ensemble de l'entreprise. D'accord. Alors après, pour piloter justement un portfolio de cette nature, avec des programmes très ambitieux, très gros, euh, j'imagine que vous avez dû faire évoluer un peu, on va dire, vos pratiques organisationnelles. Aller essayer de chercher des cycles peut-être un peu plus courts que les méthodes traditionnelles avec des cycles en V et des programmes qui auraient pu débuter et avoir un effet tunnel pendant 2-3 ans, quoi. Alors ça a été effectivement très fort. Alors c'est pas que lié à cette transformation, c'est aussi lié à toute l'évolution du monde du digital. Mais il est clair que on a aussi beaucoup raté de projets parce qu'on les construisait, mais on ne les utilisait pas. Parce que quand vous déployez, si quelque part l'implémentation n'a pas été pensée, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est quand, dès le design, dès le début du projet, et en permanence, entre ceux qui construisent et ceux qui utilisent, s'ils ne sont pas ensemble, ça ne marche pas. Et donc on a appris aussi à ce moment-là à faire des projets où il y avait beaucoup plus de multidisciplinaires, comme on dirait aujourd'hui, autour de ces projets-là. Alors c'est pas aussi, il n'y a rien de magique là-dedans, et ce qu'il a apporté, c'est le choc suivant, si j'ose dire, ça a été qu'on est passé près de la faillite. Parce que il y avait tellement, c'est quand même des problématiques complexes à gérer pour l'entreprise dans son ensemble, et donc il y a bien sûr et les silos, même si le portfolio a apporté un premier étape, les silos internes dans l'entreprise restaient quand même forts. Et c'est pour ça que après, on est passé tout près de la faillite. Le groupe a failli fermer et abandonner. Et finalement, il y a eu un plan de redressement assez complexe. Et en fait, là justement, le portfolio est vraiment devenu, si ce n'est un levier, en tout cas fondamental, parce qu'il a permis de dire quelles sont les priorités, comment ça va répondre à la fois au problème de cash, et quand est-ce qu'on va dépenser de l'argent, quand est-ce qu'on va en gagner, et puis des ressources. Et puis aussi, ça a été surtout le courage d'arrêter des grands programmes, parce que c'est très dur pour une entreprise, quand elle a déjà investi 5, 10 millions d'euros dans un programme, de savoir dire, bah là c'est trop tard, maintenant le contexte n'est plus le même, il faut l'arrêter. C'est comme ça que cette entreprise qui avait à peu près retrouvé, même plus qu'à peu près, bien retrouvé un certain équilibre, elle avait plus du tout la taille critique du coup. Du coup, ça a déclenché un second rachat très important. Et là, autant le premier avait été un rachat, ce qu'on appelle Entrego, 10 ans auparavant, autant là, c'était le rachat par Nokia des activités d'Alcatel-Lucent. Et donc, pour refusionner une taille critique qui, plus que jamais, était dans ces mondes-là, était fondamentale. Ouais. Dans ce cas-là, le portfolio global doit également, encore une fois, merger aussi avec l'acquéreur, avec celui de l'acquéreur. Absolument. Et là, alors c'était presque plus naturel, puisque les pratiques du portfolio étaient devenues assez reconnues, tant en interne qu'avec les grands partenaires, et aussi par Nokia. Et donc, en fait, ça a été naturel. C'est pour ça même que Nokia a, dans ce rachat, en dialogue avec Alcatel-Lucent, a adopté complètement cette approche d'avoir un portfolio global et gouverné de façon très stricte, si j'ose dire, parce qu'il s'en est servi, pour faire une photo du Aziz, où on en est, où on en est dans nos différents processus et dans nos différents projets,
Et puis, quels sont les bons qu'il faut soit continuer, soit abandonner, mais ceux qui vont vers une vraie fusion opérationnelle du groupe. D'accord. Donc vous diriez que le portfolio, c'était quoi? C'était la solution à une forme de fluidité dans le merge? Alors, c'est jamais la solution en tant que telle. Il n'apporte pas les solutions. Mais en fait, il oblige un peu à une vue collective de tout ce qui est en train de bouger et un accord collectif. C'est-à-dire que ce soit les investissements, que ce soit la vision globale, il encourage et il donne les structures à travers ses méthodes et les différents types de gouvernance. Il donne la structure pour un vrai dialogue collectif et étayé sur des faits concrets pour piloter l'entreprise. Voilà, et de faire surtout qu'il y ait un alignement au sein de l'entreprise et avec les partenaires. Puis ce qui a été absolument clé, c'est que dans toutes ces étapes, c'est qu'on est sorti des partenaires, si j'ose dire, des fournisseurs purs. Certains sont des purs fournisseurs où uniquement la règle est celle du coût, mais beaucoup sont devenus des partenaires avec qui on a partagé et les coûts et les risques, c'est-à-dire et les bénéfices, c'est-à-dire que c'était parce qu'en fait ils avaient autant d'intérêt de nous à réussir, et donc le fait de faire une vue globale et partagée, ça a été aussi fondamental dans ces moments-là. Vous devez conclure, et si vous devez parler d'un facteur clé de succès du portfolio management, vous diriez quoi? C'est que la façon de voir s'il est en place, c'est ce que je pourrais presque décrire comme souvent, comme vous disiez, on peut poser une question aussi sur ce que c'est la raison d'être. Si vous demandez dans une entreprise aux employés, aux clients, aux partenaires et surtout à l'équipe de direction de résumer en moins d'une minute, c'est quoi les grandes transformations que vous avez en cours ou qui vont arriver. Si jamais on sait le résumer en quelques secondes, et si les dirigeants savent le résumer en quelques secondes d'une façon commune, c'est que souvent, ils ont un plan de transformation qui est vraiment un peu solide et qui est vraiment collectif. Si si chacun vous explique sa partie, c'est que souvent, il y a un manque de cohérence d'ensemble. Et c'est le meilleur facteur, c'est la meilleure façon de mesurer la réussite d'un portfolio global.